Salut à toutes, salut à tous. Troisième vidéo en direct d'Essen. On vient de vivre notre deuxième journée. J'ai l'impression qu'on est là depuis une semaine. Oui, Il est de nouveau beaucoup trop tard. Il est 1h du matin là quand on commence à tourner. Mais on est là, tourner en un forme. petit peu plus On est tard, plutôt en forme, c'est hein. bien. Oui. Parce qu'on a pu jouer à des Voilà, jeux en rentrant, ouais. en plus des jeux sur le salon. Aujourd'hui, on va vous débriefer les jeux qu'on a fait post-tournage hier soir. On va vous débriefer ce qu'on a fait sur le salon aujourd'hui. Et puis quelques jeux qu'on a joués là, ce soir, à l'appartement. On a plein de choses à vous dire. Un gros morceau, notamment Faya Swamp. Restez bien avec nous. Merci pour tous vos commentaires, vous qui C'est nous pas suivez. Epona le Et qui gros nous morceau ont- Ah, on va en débattre. On va en débattre. Merci Ah, à tous d'accord. ceux qui nous remercient pour le travail. Ça fait Oui. plaisir. On voit qu'on fait pas ça pour rien. Et puis on est parti. Let's go. Ok, on commence par les jeux auxquels on a joué hier soir post-tournage. Il y a ce jeu qui est peut-être parmi ceux qui font sensation dans le line-up chez Mandou, en tout cas pour Sylvain et moi, que Julien, qui est derrière dans l'arrière-plan, là, le rédacteur en chef de Canard PC Jeux de Plateau, nous a montré et expliqué. C'est Cup de Crabe, un petit jeu quasiment d'ambiance, un petit jeu de cartes de collection. On essaie de collecter le plus de points possible. On a 21 cartes à répartir sur 7 manches. On prend 3 cartes par manche. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? On a des cups, donc Des valeurs. des valeurs valeurs. qu'on va empiler. empiler petit à petit. Il peut y avoir jusqu'à 3 piles sur la table simultanément. On a des crabes qu'on va jouer au bon moment pour se gaver et prendre toute une pile. Et puis il y a des Des bouteilles. bouteilles qui permettent d'empêcher de bloquer les zones et donc il va falloir avoir une pieuvre pour pouvoir s'y mettre dedans. C'est ça, et c'est tout. Et là, grosso modo, on vous a dit toutes les règles. À votre tour, vous jouez une de vos cartes. Quand on a joué ces 3 cartes, on rechoisit des cartes pour la manche suivante et ainsi de suite. Tout le sel du jeu, C'est ça. c'est le tempo. À quel moment est-ce que tu vas choisir d'inclure tes crabes dans ta main? Si tu les crames dès le début, bah, tu les as plus trop pour après. À quel moment est-ce que tu joues tes bouteilles? Est-ce que tu tentes de prendre une bouteille et une pieuvre en même temps pour bloquer puis reprendre? Mais si quelqu'un a pris une autre pieuvre lui-même, entre-temps, il peut te piquer le truc. Le bluff qui ne sert à rien. Il y a du bluff, il y a un peu de guessing, double guessing. Mm. C'est plutôt un jeu très léger, d'ambiance. Oui, c'est ça. Il faut que l'ambiance prenne autour de Et la comme je table. disais tout à l'heure, on a joué hier et on a rejoué juste ici avant de tourner. Et les deux parties, bon, je disais ça à Sam, les deux parties étaient différentes. Nous, on a été un peu plus incisif, on a joué des crabes assez rapidement, tandis que là, on a tous été un peu sur la retenue, à part peut-être Sacha, mais si on a tous été un peu sur la retenue, donc à la fin, on avait tous pour récupérer des valeurs plus importantes. Et donc, ouais, je pense que les joueurs vont faire le jeu. Ouais, ça se joue de manière différente, temporiser, pas temporiser, aller se chambrer au-dessus de la table, créer une ambiance aussi. Ça peut dépendre des joueurs, mais le jeu crée quand même. Des moments de ouf. Hein. Crée des moments. Ouais, le il jeu est- est très fort pour créer il des a un côté moments. pour Et créer ça, quoi. avec un côté aussi minimaliste et des règles aussi vite expliquées, c'est Ouais. quand même assez solide dans son format, quoi. Encore une fois, il faut être prudent, il ne faut pas le survendre, parce que c'est un Oui, jeu oui. très simple, mais si la simplicité, le côté bluff vous attire, s'il y a des joueurs, joueuses Oui, il faut qu'on soit dans qui l'ambiance, peuvent un évidemment. peu voilà. mettre l'ambiance, et il faut vraiment pas le jouer de façon plate, il faut se charrier, il faut Ouais. s'insulter, limite, et là ça prend, quoi. S'insulter en tout bien tout oui, honneur, oui, dans le attention. cadre du jeu. Oui, quel Ok. crab. Ok. Gros coup de cœur hein, pour moi. Vraiment, Ok. pour le moment. Ensuite, on a joué à Soothsayers. Alors, si vous avez suivi le reste de nos vidéos, vous savez que c'était dans le top 1 de mes attentes. C'est un jeu de chez Play2Z qu'on ira interviewer dimanche si tout va bien. Et c'est un jeu de construction de tableaux avec un côté un peu action suivie, donc comme dans un Puerto Rico qui a inventé ce système, ou comme dans un Gloire de Rome pour prendre un autre jeu de tableau de cartes. Et puis, il y a aussi une course pour obtenir un certain nombre de jetons qu'on va se piquer aussi plusieurs fois. Et c'est très interactif en ce sens-là, c'est-à-dire que au départ, les jetons ne sont pas en jeu. Dès qu'on améliore certaines colonnes de son tableau, on va faire arriver ce jeton en jeu, et si les autres nous surpassent dans ces colonnes correspondantes, ils vont nous reprendre les jetons. Donc ça peut vraiment être la bagarre. Un autre système très intéressant, c'est que oui, un joueur initie une action
et les autres vont pouvoir la suivre, mais si on veut la suivre et que lui a une carte plus puissante que la nôtre dans notre tableau au même endroit, on doit lui payer la différence en pièces. Donc ça crée vraiment une économie assez tendue sur le tempo. Il y a vraiment plein de bonnes idées. Oui, donc chaque fois qu'on va augmenter donc, ces valeurs, chaque fois qu'on va augmenter ces valeurs, justement, on va reprendre le jeton, donc c'est le genre de majo, et comme disait Boris, si on creuse l'écart avec les autres, ils n'arriveront peut-être pas à nous suivre. Et puis il y a des cartes tarot qu'on va ajouter qui elles aussi vont nous donner des jetons, et ces cartes tarot, elles ont des pouvoirs qui peuvent être très puissants. Et moi j'en avais une qui permettait que justement personne ne puisse me suivre quand je démarrais l'action, et il y en a d'autres qui sont... Oui, il y a vraiment plein d'effets assez différents, et en même temps le jeu part pas dans tous les sens, c'est-à-dire que pour ce qui est des cartes de base, elles ont toutes le même effet lié aux 4 actions, il n'y a que 4 actions dans le jeu, donc ça reste assez mesuré, quoi. La patte graphique est très particulière, mais moi j'aime beaucoup, il y a une DA vraiment qui se distingue énormément de d'habitude. C'est assez simple, hein. Je pense que si tu le maîtrises, c'est 5 minutes de règles en vrai. Et c'est assez tendu, on a joué en une demi-heure et moi j'aimais beaucoup le rythme. Tu l'as dit, hein, c'est un jeu assez fluide. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu en train de jouer, parce que... soit en Suisse, soit on regarde le marché, on est toujours stimulé. C'est moi ce qui m'a fait... Ce que j'ai trouvé bizarre au départ, enfin bizarre, c'est pas bizarre, mais peu commun, c'était le mélange justement des cartes classiques et des cartes tarot, ça n'a l'air de rien, mais c'est une bonne idée. C'est deux formats différents, voilà. Les cartes tarot qui sont plus puissantes sont plus grandes, effectivement. Et on était très fatigués. Hein. Quand on l'a joué, il était en 2h30 et 3h du matin. Oui. Mais ça allait, j'ai trouvé que le T'as eu un peu de mal quand même. J'ai gagné. Oui, t'as eu un peu de mal à rentrer dedans. T'as eu un peu de mal à rentrer dedans, effectivement t'as gagné, mais tu disais que tu voulais le rejouer en étant plus en forme. Oui, et puis voir d'autres stratégies un petit peu, parce que le jeu offre quand même plusieurs stratégies différentes, donc essayer d'explorer d'autres choses, voir ce que le jeu a proposé. Notamment, il y a les cartes tarot, il y a des normales, et puis il y a des plus puissantes si on creuse un peu le paquet, et la partie n'a pas été assez longue pour qu'on aille jusque-là, mais je pense qu'il y en a qui, justement, ça donne un bon rythme au jeu, parce qu'il y en a qui te donnent d'autres moyens d'obtenir des jetons de points de victoire, et donc ça crée des stratégies alternatives, et ça peut créer des rebondissements aussi, des remontées potentielles, des remontadas. L'iconographie est peut-être pas optimale, mais bon. Je pense encore une fois, mais encore une fois, comme il n'y a que 4 actions, une fois qu'on est rentré dedans, bien sûr. Ça va, mais effectivement, il y a des trucs de logique qu'il faut un peu capter, mais tout se tient une fois que tu as bien fait le tour du système, et moi j'ai adoré. Hein. Plutôt une bonne pioche. Vraiment mon style, très très envie d'y revenir rapidement. Ça peut se classer parmi mes jeux préférés de l'année si au bout de 5-6 parties ça tient toujours la route, on verra. Ensuite, on va rentrer dans les jeux auxquels on a joué sur le salon aujourd'hui. Alors, à ASN, il y a 2 catégories de jeux. Il y a les jeux que tu veux jouer absolument, où tu y vas le matin, tu réserves une table, machin, tu t'arranges. Et puis, il y a les découvertes opportunes, où quand on a un peu tu marre... t'arrêtes, tu te retournes et tu vois une table vide. Tu vois une table vide, tu t'assieds, par réflexe, voilà. par principe, et tu vois ce qui se passe. Et des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, c'est juste OK. Ce matin, on a eu un peu les 2 catégories, je trouve. On a commencé par Guessocratie. Bon, Guessocratie, c'est un jeu d'observation, mémoire, bluff, guessing, un peu tout ça. C'est tout simple. On lance une brouette de dés dans une boîte. On a 3 secondes pour l'observer. Après, on la couvre avec un petit tissu. Et on doit voter, se souvenir pour quelle est la valeur la plus représentée et quelle est la valeur la moins représentée. Exactement. Donc voilà, mémoire, machin. On vote face cachée sur des petits disques, et puis on révèle tout ça en même temps. On révèle, on va scorer des points en fonction de qui a le plus voté pourquoi. Oui. Voilà, si on met dans le truc dominant, on va scorer des points pour ça. Même si on a faux. C'est ça. Et le twist, un peu rigolo, c'est qu'on a 2 espèces de tampons comme ça, qu'on peut marteler, qui servent à faire des objections. On peut challenger. Voilà, on le voit à l'image. Si on n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Si on pense que les gens sont à côté de la plaque. Ouais, c'est ça. Donc tant qu'on challenge pas, en fait, on regarde pas ce qu'il y a dans la boîte, et donc on sait pas si on a raison. C'est le chat de Schrödinger. Le but, c'est juste d'être dans la majorité sur
dire on est deux à avoir dit que c'était le 6 le plus représenté, même si c'est le 5, on s'en fout, on l'a dit tous les deux, on a un point chacun, et voilà, c'est fait. Mais Si quand on quelqu'un a challenge, par challengé, contre, là, il y a un petit risque, on va perdre des points, on gagner va- des points. C'est Ça ça, vaut on pas va la peine de- vérifier alors s'il y a un challenge, c'est ça. on va enlever le tissu, on va voir qui a raison, en fonction il y a un nouveau petit scoring qui a lieu. Voilà, il y a aussi des modifications de règles. Ouais, Oui, c'est juste- c'est en fait les petites cartes là, Elles sont apportent bien quelque chose. trouvées. Oui, c'est ça. Il y avait par exemple les dés bleus valent l'opposé de leur face. Donc Voilà. tu dois les retourner mentalement Le dans un ta devient tête. là, six, etc. Et alors la meilleure carte du jeu, j'en suis sûr, Oui, c'est celle qu'on a mis à la fin, c'est on doit faire un commentaire live Oui. des dés au moment où Ouais. ils sont lancés. Donc on Donc était là- tous là en train de commenter, en plus on lui dit quoi, on peut parler français, il dit ça va, et moi je parle portugais, et c'était pas mal. On commence Alors à ouais, faire tous nos on commentaires. était tous là, oui alors les dés bleus rentrent en scène et puis ils sont... Oui, c'est lancé, Ouais. il y a des 6. Et on s'est vraiment bien marré. En fait c'est ça, on a passé un bon moment. Voilà, exactement. Est-ce que ça fait un bon jeu? Non. Non, pas spécialement. Le jeu n'est pas bon, il est assez anecdotique. Il a voilà. créé un moment, Mais je il- sais pas s'il en créera beaucoup. Non, C'est ça. c'est un moment chouette au festival, Oui, on va voilà. s'en rappeler. Exactement, c'est c'est ça, on s'en aussi rappellera, les, mais- c'est ça aussi les salons, les festivals, comme disait Boris, de manière inopinée on s'arrête à une table et on passe un meilleur moment que sur le jeu qu'on voulait absolument C'est voir. ça. Et que... Et par la suite, à quelques pas de là, on a joué à Audience, qui est le premier jeu j'ai plus le nom de l'éditeur, ouais, nos amis de Pick and Roll, qui sont une jeune maison d'édition espagnole, italienne, Italienne. qui essaye d'ailleurs de s'implanter sur le marché français. Francophone, Ouais, leurs jeux sont commandables sur Philibert, Ouais, c'est si ça, j'ai Oui, bien c'est ça. compris. Donc, Et Audience, c'est un petit jeu sur le thème de la radio. Et c'est un jeu un peu à la Smash Up où pour le côté où on va jouer des cartes sur des bases. Dès qu'on Oui. atteint 4, le majoritaire va récupérer la carte. Et puis c'est de la collection et de la majorité. Donc on a toute une série de symboles. On veut être majoritaire sur ces symboles à la fin pour faire des points. Les cartes nous font aussi des points flat. Tout ça, c'est pas très excitant ni très original. Ce qui est très bien, c'est nos cartes. On a des cartes qui valent 2 Donc, 2 ils sont- sur 4 à atteindre sur le seuil. Ouais, donc assez fortes, qui peuvent vite être jouées et se dire ok on a la major, on chope la carte qui nous intéresse, mais voilà c'est des cartes directes. Ouais, c'est ça, elles n'ont pas de pouvoir. Et on a plein de cartes à 1, enfin plein, quelques-unes, oui, quelques-unes. mais qui ont un petit pouvoir sympa. Voilà, c'est ça. Par exemple, je vais décaler une carte d'un adversaire ailleurs. Je vais échanger 2 cartes sur lesquelles je peux scorer. Je vais jouer une carte ce tour-ci, une autre carte, mais dans une autre colonne, etc. pour retourner la carte d'un adversaire. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, il n'y avait pas justement énormément de cartes pouvoir. On avait tous les mêmes cartes Oui, pouvoir. et tu peux très vite Et- les compter et, Et savoir voilà, et qui très a vite quoi. ça fonctionnait. Tiens, et lui il a repris, celle-là il l'a joué. Et donc quand on a la majorité, on prend la carte base, on va dire, qui va faire du scoring au-dessus, et on enlève nos cartes. Du coup, la personne qui reste avec ces cartes-là, Oui. elle devient... Ça, c'est très très bien. Elle devient prioritaire pour C'est ça. la base qui arrive. Et on les voit venir, donc on peut anticiper, on peut se dire, eh ben, je le fais gagner, je rajoute la valeur qu'il faut pour qu'il gagne, et comme ça, moi, je serai avec mes 2 cartes restantes pour la prochaine carte qui arrive. Déjà Ça, bien mis, et puis ouais. il faut gérer aussi le moment où on va récupérer nos cartes parce qu'elles vont rester sur place assez longtemps. Parfois c'est des cartes assez fortes qu'on a envie de récupérer, nos 2 par exemple, donc il y a ce petit timing là aussi qui est Tu peux qui est passer assez ton intéressant. tour pour récupérer tes cartes. regarde ta défausse. Il y a plein de bonnes idées. C'est très nerveux. Le rythme est vraiment très bon parce que tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Il se passe tout le temps dans des choses. Il y a tout le temps des cartes qui sont décomptées et qui avancent comme ça. Et je pense que c'est un jeu qui est vraiment tactique et malin, quoi. Oui. Et un Ludobip nous a dit qu'il était chaotique. Je m'inscris en faux. Oui, oui, oui. Pour moi, tu c'est un l'as jeu... même challengé. Je le challenge, je le défie. Tu l'as Tu vu le défies là en maintenant. S'il te vocal. plaît, regarde-le et dis-lui, tu le défies. Romain, si tu te Pour ne pas le reconnais, citer. pour ne pas te citer, je m'inscris en faux. Ce jeu n'est pas chaotique, il est tactique. Oui, C'est-à-dire il est que, tactique. effectivement, il y a des effets qui peuvent faire que si tu n'as pas bien calculé qui avait quoi en main, tu te fais avoir parce que tu as Exactement. anticipé. En fait, il peut toujours avoir retournement de situation. Par exemple, il y a une carte qui arrive, tu te dis ah non, s'il chope cette carte-là, c'est foutu. Et alors, il suffit on peut carrément échanger les cartes bases. Il y a une carte qui permet de faire ça et donc de contrer son adversaire. On peut déplacer la carte de son adversaire. Enfin, il y a Voilà. toujours des moyens de. Non, mais c'est vraiment tactique comme tu dis. Maintenant, forcément, la première prise en main peut être difficile. Ouais, je pense qu'il difficile, faut, mais- voilà, après la première manche, tu as joué une première fois tes cartes, tu commences à choper un peu mieux le rythme. Et, Voilà. Encore une fois, faut pas le survendre. C'est un petit jeu malin, mais si on aime l'interaction, si on aime les jeux un peu rythmés,
le thème de la radio, il est sympa, mais il est anecdotique, hein, même si ouais. les illustrations sont cool. Mais c'est un jeu très efficace dans son format. Je pense qu'il y a aussi une affaire de configuration. On a joué à 3, c'était très bien à 3. Tu peux y jouer jusqu'à 6. À 6, ça peut être le bazar, même si c'est un mode par équipe. Oui, on peut jouer en équipe en 2 contre 2 à 4 ou même en 2 contre 2 contre 2 à 6. Ouais. Apparemment, même à 2, ça peut aussi être intéressant parce qu'il y a un côté bien où sûr. on va plus compter ce que l'adversaire a. Oui, c'est vrai qu'à 2, ça va être plus Possibilité qu'il va maîtrisable pouvoir, peut-être. Tout à fait. Pour les Romains qui nous regardent, peut-être qu'à 2, c'est meilleur. Pour l'info que l'éditeur nous a donné, en fait, il a prévu de faire une trilogie de jeux dans les années. Donc ici, c'est les années 70, non, années 80, je pense. Et puis après, il y aura les années 90 avec un battle de rap. Et il nous a pas dit la suite, mais il y a d'autres jeux en développement dans la Dans série. ce même univers, ouais. Allez, on va passer à votre gros morceau à vous. C'est Covenant que vous êtes sauté dessus. Vous avez sauté dessus ce matin pour réserver une table. Covenant, un jeu de German P. Milan chez Devir. Dites-moi tout. Moi, j'ai pas joué. J'étais en rendez-vous oui, donc pendant ce temps-là. c'est quand même un jeu dont on entend beaucoup parler sur cette année quoi, au festival. Et on s'est dit pour la science quand même. Hein, on s'est dit que pour la science, on J'ai allait aller entendu, voir, voilà, on voulait quand même avoir des retours sur ce Exactement. jeu-là. Ouais, 10 sur 10, 20 jeux, on voulait tester. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est un jeu où on va, assez classique même dans le thème, c'est-à-dire on va jouer des nains qui aiment se confronter à des créatures, à les miner, qui sont des bons buveurs de bière, qui se sentent plus forts avec une pinte. Et en gros, il y a 4 actions principales dans le jeu qui sont assez simples, qui sont celles de miner. Miner, combattre. On a miné, combattre, on peut livrer des gemmes qu'on a récupérées dans la mine. Et la dernière, La quatrième, c'est bâtir. c'est la construction. simplement, oui, c'est ça. Donc une fois qu'on a libéré des emplacements dans la mine, on va pouvoir placer des maisons ou des arches qui vont avoir des effets un petit peu particuliers. Par exemple, sur les bâtiments qu'on construit là-bas, il y a des bâtiments comme les arches qui vont jouer sur 2 tuiles et donc permettre de récolter sur les 2 tuiles. Il y a des piliers qu'on va construire qui vont se mettre au centre de 3 tuiles avec certaines restrictions. Et donc, en fonction des bâtiments qu'on va construire, on va plus ou moins récolter des choses. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des emplacements, quand on va livrer, il y a des petits emplacements qu'on va devoir couvrir selon qu'on a livré avec une gemme verte, une gemme jaune. On va devoir couvrir ces emplacements de jaune et vert. Et ceux-ci, s'il n'y en a plus d'autres, ne seront plus livrables après. Livrable pour la valeur indiquée, donc il y a une valeur de 1, il y a X emplacements pour la valeur de 1, X emplacements pour la valeur de 2. Voilà, il y a une petite course à ce niveau-là, on peut bloquer les adversaires. Globalement, le jeu est très très classique, il ne faut pas se mentir, il y a vraiment rien d'innovant. On va pouvoir upgrader nos différents nains qui vont faire des actions plus fortes. On va pouvoir avoir des actions un petit peu bonus avec nos actions au fur et à mesure. Mais il n'y a rien qui est très innovant. Non, mais en fait, je pense que c'est toutes des choses qu'on a déjà vues un peu partout. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue et qui sont concentrées en un même jeu. Et c'est peut-être la qualité que certains vont lui prêter et peut-être le défaut que d'autres vont lui trouver. Ils vont se dire, mais tout ça, j'ai vu. J'ai pas besoin de ce jeu-là. Et d'autres vont se dire, ben non, justement, j'aime bien ça. C'est un jeu un peu fourre-tout. On va trouver un peu de toutes choses qui fonctionnent. Et le jeu, il fonctionne. Moi, je trouve Le jeu fonctionne, indéniablement, le jeu fonctionne, je pense qu'il va trouver son public, ça c'est sûr. Nous, ça nous a peut-être un petit peu moins parlé parce qu'on a moins senti l'interaction. Pas pour ça qu'elle est inexistante, mais moi je ne l'ai pas vue en tout cas au premier abord. Vas-y. Allez, Interaction. Moi je pense que c'est très très limité parce qu'il y a des très petites courses, il y limité. a de la On regarde majorité. même pas ce que l'autre il Non, fait. On non, est non. juste en train de regarder son tableau et de voir ce qui se passe. Donc, Ouais. il faut aimer. c'est très léger. Par exemple, il y a des créatures qu'on peut combattre. Si on combat les créatures qui sont sur une tuile ou quelqu'un a un bâtiment, lui, il va pouvoir se servir de ce bâtiment. Donc, on risque de lui faciliter la tâche. Mais c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment, je cherche les interactions. Après, Maintenant, nous, on est en train de chercher les interactions. Mais il y a beaucoup de gens qui ne cherchent s'en pas ces foutent, interactions. non, mais bien qui sûr, vont se dire, bien sûr. c'est parfait, c'est exactement comme Après, ça. je pense que si on aime bien le thème et qu'on cherche pas forcément le jeu qui va être révolutionnaire, clairement ça marche, c'est indéniable. Après, moi j'ai un problème avec l'iconographie. Je trouve que De Vir fait un travail. Il se concentre pour faire des jeux beaux avec des beaux meeples, des beaux pions, des belles maps. Mais l'iconographie, elle est vraiment perfectible, encore une fois. Il y a plein de moments où c'est pas du tout immédiat sur ce qu'il faut faire. Je te fais un bisou pour Un avoir bisou dit ça. pour avoir parlé de Voilà, je me disais, j'espère qu'ils vont parler de cette horrible iconographie. Ah, tu l'as joué aussi? Ouais, et en fait,
il y a des choses où tu te dis c'est pas possible, c'est-à-dire que tu as des actions, tu dis effectivement si j'ai fait 5 ou 10 parties, je me poserai plus la question, mais C'est ce que je vois l'action, je vois l'ico, je regarde le grand plateau, je dis je sais pas où c'est. Ouais. Je ne sais même pas pareil. où Non. est-ce que ça interagit sur le plateau. Exactement. C'est un peu Tu- dur quand même. Hein. Non, mais attends, tu joues à un 100 Corée, t'as le plateau, t'as un truc en haut, un truc à gauche, un truc à droite. Tu sais que si tu joues orange, c'est à droite, si tu joues violet, c'est à gauche, si tu joues bleu, c'est en haut. Des Là, doit trouver c'est sur dans Yanotool tous pour les sens. pour Ouais, c'est vrai. C'est insupportable. On a passé 1000 ans à appeler la bonne femme et dire attendez, si on veut faire cette action-là, c'est où déjà? Ah oui, il y a un truc en bas à droite ou alors ça peut être en haut à gauche. Il y a Attends, beaucoup d'informations sur le On est plateau. d'accord. Il y a beaucoup Merci d'informations. d'avoir ça sort du jeu. Que vous en parliez pas, mais c'est vachement. En fait, moi je trouve que c'est pas vraiment l'iconographie des actions, l'iconographie des bonus, mais Petite plutôt. intervention. Ouais, très bien. C'est très bien. Non mais c'est vrai, je pense que c'est pas vraiment l'iconographie des actions comme je disais, ou des bonus, etc. C'est plus la manière dont c'est réparti dans l'espace. On a du mal à situer. Alors parfois on se moque de certains jeux où on se dit tiens la zone rose, la zone orange, la zone blanche, et on se dit oh au final c'est pas thématique, je joue dans le blanc, je joue dans l'orange, mais ça devient très efficace quand on parle de jouer. Et en effet, quand on a des zones bien distinctes, c'est plus facile de se repérer. Là, c'est peut-être moins le cas, même si elles sont délimitées, évidemment. Mais c'est en première partie, c'est Mais tu assez vois, imposant. c'est toujours ça le problème, c'est que tu peux toujours dire oui, au bout de 3-4 parties, je serai à l'aise avec l'icono, bien sûr, même un jeu, enfin n'importe quel jeu, quand tu as l'habitude de le jouer, même si l'icono elle est éclatée, tu t'habitues à ça. Mais le principe de faire un jeu avec une belle icono, c'est que tout de suite, tu l'ouvres, c'est limpide, et tu peux te mettre dedans. Et si le jeu, tu l'as pas joué depuis 1 an, tu le ressors, tu revois l'icono, et d'un coup, tu sais quoi faire sans avoir à te poser des questions. Et ça, pour le coup, des vires, ils savent pas faire, ils savent toujours pas faire. C'est quand même assez hallucinant. Il y a le jeu de mots. Ok, donc en résumé, ouais, pas Ça, pour Ok vous, game. non, ok. ouais, Pour voilà. les gens qui recherchent des trucs novateurs, passez votre chemin. Pour les gens qui sont fans de Man Nefer, bah, c'est dans la veine. J'aime cet esprit de synthèse. Ok. De mon côté, j'étais en rendez-vous presse avec Matago, enfin avec Grell Games, Auguste de chez Matago et les studios affiliés. Et j'ai joué moi aussi à Night Soul. Bon, on va aller vite dessus, on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais du coup j'ai essayé la configuration à 2 joueurs, qui est du coup beaucoup moins, je pense, dans la diplomatie, un peu dans la négociation de gêne le là, etc. Le côté Hansa Teutonica. Oh comme non. je disais. Ah, là, il va falloir qu'on trouve l'équivalent du poids de Godwin. Ne citez plus Hansa Teutonica. Et qui à 2 joueurs, on peut citer Seti à la place, Oh. et qui à 2 joueurs est plus calculatoire, quoi, plus vraiment presque un jeu abstrait en fait. Comme beaucoup de jeux de contrôle de territoire à Ouais, 2, ouais, ça tout à devient fait. très très calculatoire. Ouais. Je trouve quand même cette thématique vraiment originale, hein. On nettoie quand même des excréments, là on peut pas dire que c'est pas original, et j'ai besoin de jouer une partie complète pour me faire un avis. Il y a beaucoup de bonnes idées, je trouve, mais j'ai aussi un peu la sensation d'un empilement de choses, là, comme ça, en découverte, en se l'appropriant vraiment bien. Je pense que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur. Ouais. Et j'ai envie d'aller plus loin quand même. Alors il y avait aussi, je nous cache 2 minutes, Red Leaf University, qui est un Kickstarter qui va arriver en 2026 chez Grell Games, c'est leur prochain projet. Donc là c'est un peu la première fois qu'il était montré au public. C'est un jeu qui va se passer dans une université. Avec plein de petits mini-jeux. Donc les différentes zones de l'université vont nous donner différents mini-jeux à réaliser, différents gameplays. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Matos de qualité, évidemment, hein, pour un Kickstarter, avec des petits tapis néoprène, avec des belles ressources en bois, etc. Et le côté un petit peu sympa, c'est aussi les cartes. C'est-à-dire que les cartes sont en référence à différentes personnalités
avec plein de petits jeux de mots à la clé. Donc là, Auguste va nous en montrer quelques-unes. Il y a une direction artistique sympa, voilà, Vincent Van Gogh, le côté animaux anthropomorphes, et puis des références à des personnages historiques ou à des artistes, etc. Voilà, en termes de gameplay, j'en sais pas plus pour l'instant. Le jeu a l'air d'être assez joli. Je pense qu'il fera assez sensation sur les plateformes de financement participatif. Si ça vous parle, c'est potentiellement à surveiller. Et on voit Auguste qui est content de montrer ses cartes. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait un des coups de cœur de la journée, je pense, c'est Snake Charmers. On a la boîte juste là. Un coup de pif de Sylvain. Hein. De pif. De flair. De quoi? Bien sans flair, c'est ça. Oui. Ok, d'accord. C'est ça. Pif, c'est le nez, c'est ok, ton flair. d'accord. C'est ça que Mais je veux quand dire. tu dis au pif, Non, pas au pif, un coup de pif, un coup de pif. Ça n'arrive pas, s'il vous plaît. Je l'avais noté, je l'avais dans le radar. J'étais pas le seul d'ailleurs. Coralie l'avait dans le radar, Marie l'avait dans le radar. Pas mal de gens l'avaient repéré. Un jeu de la famille Brand, donc Inka et Marcus Brand et leurs enfants. Un jeu de bluff. J'en ai déjà fait 2 parties aujourd'hui, je l'ai expliqué pour une 3e partie, donc on sent que c'est déjà un jeu qui va s'installer dans les réflexes en fait de dès qu'on est 4, 5, 6 joueurs. Très efficace. Alors comment le pitcher? Vous pouvez être un serpent ou être du bien, ça va être vos cartes en main qui vont décider de ça, mais ces cartes elles vont passer de main en main au fil de la partie. C'est une carte serpent, et donc les méchants vont changer au fil de la partie. Et déjà ça c'est vraiment très original, en fonction de comment les cartes sont refilées, on va... Comment on se passe une carte, c'est ça? C'est ça. On propose une carte, on fait une offre, on dit voilà par exemple moi je te passe à 1, ça va? La personne nous croit ou nous croit pas, a envie de la prendre ou pas envie de la prendre, c'est pas grave, on lui propose la 2e carte. Ça c'est un 4, tu préfères le 4, vas-y tu prends le 4, c'est bon, tu vas voir, on va pouvoir jouer ceci. Il ne nous croit pas, il est obligé de prendre la 3e. Et c'est simplement par ce petit jeu de bluff qu'on va réussir à changer la donne. On va vouloir que je me perde pas, que toutes les cartes soient Si tu es du bien, tu veux que toutes les cartes soient éclairées. Donc voilà. Quand une carte est passée à un autre joueur, il va retourner la carte au milieu de la table et la mettre sur sa face éclairée. Si tu as du mal, à l'inverse, tu veux qu'il ne reste plus qu'une seule carte côté nuit, donc qui n'ait pas été retournée au milieu de la table. Et donc il y a un côté très double tranchant qui est vraiment intéressant, parce que pour gagner, tu dois faire en sorte que les cartes soient retournées, mais si elles sont retournées 2 fois, elles deviennent retirées du jeu, et ça fait gagner les serpents. Mais comme tu peux retourner ta veste et potentiellement devenir du mal, il y a aussi un moment où tu sens que c'est foutu, et tu essayes de mind game la personne que tu penses être serpent pour devenir serpent à sa place. Et on s'est vraiment marré, quoi. On a vraiment eu des éclats de rire. Et ce petit truc qui fait que chaque fois qu'on prend une carte, on doit dire soit on va retourner une carte, soit on doit dire il ne se passe rien. Et alors le petit twist, c'est qu'il y a une carte 0, oui, en effet, il ne se passe rien. Et alors, quand on passe cette carte 0, on peut se dire ah d'accord, il a eu la carte 0 qui vont disparaître. Donc le 2, si le 2 est déjà sorti, si on reçoit un 2, il va rien se passer parce que le 2 est déjà sorti. Donc en fait, la certitude va être grandissante au fur et à mesure de la partie. Plus la partie avance, plus c'est compliqué pour les gentils qui au début sont tranquilles et puis à la fin sont vraiment ça joue un fil. Et là on peut me voir ramasser une carte serpent au dernier tour, serrer le poing et l'emporter et voler la victoire au pauvre Sam qui se retrouve ce qui était génial privé de son serpent. C'est que dès qu'on a terminé de nous expliquer les règles, on s'est dit directement ah ouais ça peut fonctionner, et en effet ça a été confirmé. Et un petit détail aussi important, c'est que devant nous on a une carte porte, et une fois qu'on a reçu des cartes, on la place porte fermée, et on est obligé de jouer avec quelqu'un qui a une carte porte ouverte. Et donc du coup ça force à ce que tout le monde joue à chaque et on va être obligé de jouer avec les serpents présumés à un moment. Ouais, c'est ça, donc c'est pas comme dans Franchement, ça, vous pouvez foncer. Si vous êtes encore à Essen, que vous regardez cette vidéo aujourd'hui samedi ou c'est chez Spielweise. Il y a encore des copies en anglais. Oui, il n'y a pas de texte. Et nous, on a milité pour que certains éditeurs français le récupèrent. Amis éditeurs, si vous passez par là, si vous cherchez un jeu un peu d'ambiance fun qui s'explique vite et qui crée vraiment des moments forts, Snake Charmers, c'est très fort. C'est déjà adopté par une dizaine de personnes ici à qui on l'a fait jouer.
Alors on est passé chez On Games, et On Games, comme tu le disais Sam, c'est Hit or Miss, donc Ouais. ils ont quelques jeux incroyables dans leur catalogue, puis ils ont aussi quelques ratés. Hein. Des énormes boosts. Donc ouais, c'est pas parce que la direction artistique et la boîte est cool que le jeu est mémorable. Et Alors, là, Trend, on Hit est, or Miss. ouais, Trend, on est plutôt dans le bas du panier. On Games, c'est un jeu de collection de chaises, ou de dinettes de chaises, oserais-je dire. Votre but, c'est d'avoir que des chaises identiques dans votre main, de même couleur et de même forme, de même type. Et à votre tour, vous allez faire des échanges avec le marché. Donc, vous allez ramasser une carte et puis défausser autant de cartes de votre main qui sont identiques, qui doivent correspondre à la dernière carte posée dans la défausse. Couleur ou forme de la défausse, donc il y a des couleurs différentes de chaises et des formes différentes de chaises. Et voilà, le jeu c'est ça, on a dit toutes les règles. Hein. Bah, le jeu il tourne. Ah ça tourne, c'est Ça une mécanique, ronronne, non, une mécanique. Comment? Ça ronronne. ça C'est dure une 30 mécanique minutes, tu vas te partager maligne ça. de collection, de gestion de main. C'est une mécanique maligne de gestion de main que je pourrais voir dans un jeu qui a autre chose à proposer, une couche supplémentaire. Mais ici, oui, c'est vite. Et donc, ennuyeux. C'est ça, sur base d'une mécanique maligne, en fait, au final, ça pédale parce qu'on a des cartes et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Oui. Il nous reste juste deux types de cartes différentes, on n'arrive pas à les défausser parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. oui, et même quand ça passe, C'est très voilà, à un opportuniste, moment, il faut avoir un peu de on chance. s'arrête, hop, 4 cartes les mêmes, j'ai 4 points. Et là, on nous dit, bah voilà, le premier a 100. J'ai 16 points, c'est le carré de. Ah oui, c'est vrai, c'est Oui, carré. oui. 16 points, mais quand même, de 16 points et qu'on nous dit, mais voilà, premier à 100. Ok. Ouais, c'est longuet, Ça va être long. c'est pas Ah, ça, voilà. voilà, c'est oubliable. Ouais, ben, j'ai bien fait de ne pas vous suivre sur celui-là. Ils étaient tellement pas convaincus, ils ont pas mis les voyelles, quoi. TRND, Ouais, c'est TRND. écrit. Allez, hop. Donc voilà. Ensuite, on a fait un truc sympa, première fois qu'on fait ça sur SN, c'est une petite interview. Ah oui. Donc on est passé voir Michael Munoz, l'auteur de Premier Contact, dont on vous parle aussi dans la vidéo Discovery Day. Premier Contact, c'est un jeu de seul contre tous, on vous le pitch dans l'interview. Et donc on lui a posé quelques questions sur le parcours de développement du jeu, ses inspirations, etc. Bah, on vous laisse avec Mounir et moi et Michael surtout, Oui. et puis on revient juste après. On est avec Michael Munoz, Bonjour, dont c'est le premier jeu édité, tout à fait. Premier Contact chez Explorate. On en a parlé dans la vidéo du Discovery Day. Yes. Donc un jeu de seul contre tous, où un joueur va jouer l'alien, il va être derrière un petit paravent, et puis les autres joueurs vont essayer de traquer cet alien. Comment ça se passe pour toi, Michael, ce premier SN? Bah écoute, on est ravis, les retours pour le jeu sont plutôt bons. On était premier au Challenge Fair Play ce matin, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Ouais. Ouais, donc on est assez satisfait, les retours sont très bons, les gens achètent pas mal, donc ça marche bien pour un premier jeu. Moi je suis très très satisfait. Donc voilà. Premier Contact, c'était une campagne Kickstarter, avec une version Kickstarter qui a un matériel un peu de luxe, etc. Et puis Surtout plus de contenu. un certain nombre de scénarios. Ouais. Exactement, il y a un matériel de luxe avec des punchboards qui sont en bois. Enfin, au lieu d'avoir des punchboards, c'est remplacé par du bois, et le contenu de jeu il est grandement amélioré. Il y a 12 agents dans cette version au lieu de 6 agents dans la version retail qui sortira à mi-mars, C'est ça. et 12 scénarios au lieu de 6 scénarios qui sortiront dans la version retail mi-mars. Comment ça s'est passé le développement du jeu Ça a été long, Ouais. ça a été long. C'est un jeu qui a 4 ans de développement, qui a été mis en pause une petite année et qui a bien repris. Voilà. Entre l'idée, la signature et le produit fini, il y a du temps. Nous, on a tous les deux joué, on a apprécié le côté immédiat du jeu. C'est un jeu qui se veut, nous disait Anne-Catherine de Explorate, familial en fait, quasiment dans son positionnement, en tout cas très accessible, très immédiat dans ses règles. C'était vraiment une volonté que toi t'avais Dans un premier temps, pas du tout. Dans un premier temps, en fait, le jeu existe en deux versions. La version que vous a présentée Anne-Catherine et sûrement la version salon, en fait. Il y a 3 scénarios sur les 12 qui se jouent là-dessus parce que les gens ont beaucoup aimé ce format très accessible, et du coup on a retravaillé après Cannes pour pouvoir proposer plus de scénarios sur ce format-là. Le plateau est double face. Au dos du plateau, il y a une carte qui est plus grande, sur laquelle on pourra jouer avec 1 contre 4 au lieu de 1 contre 3 sur la petite carte, avec notamment des objets, des objectifs, des choses en plus qui ne sont pas présentes sur la petite carte. C'est ça, et donc, mais tu le disais, il y a aussi
aussi des scénarios plus avancés qui, là, ont peut-être davantage de profondeur. C'était peut-être ta volonté, toi, en tant qu'auteur? Ouais, exactement. En fait, c'est marrant parce que toutes les idées que j'ai eues lors du développement, on en parlait tout à l'heure, j'ai pas pu les mettre dans le jeu parce que sinon le livret de règles il aurait été immense. Le fait qu'on bascule sur un système à scénario, ça a permis d'augmenter la rejouabilité du jeu et ça m'a permis moi de caler toutes les petites idées que j'avais testées pendant le développement. Au lieu de mettre un gros paquet de règles d'un coup, en fait chaque scénario on l'ouvre, on a une ou deux règles supplémentaires pour chaque camp et ça permet d'avoir une rejouabilité qui est quasi infinie. Sur une carte avec un scénario, déjà même si on change les agents ou si on change de camp, enfin On va pouvoir facilement jouer plusieurs parties avec un seul scénario et donc on peut même se diriger sur peut-être des scénarios qu'on préfère. tout à fait. Et c'est un système de jeu, même si sur la carte scénario il est écrit que vous êtes censé jouer avec bleu, jaune et marron. Si lors d'un scénario vous avez vraiment envie de jouer avec l'agent Purple, moi l'agent Purple c'est mon préféré, ben, vous pouvez très bien remplacer un des agents par l'agent Purple. Moi j'ai proposé une expérience équilibrée, après libre à vous de vous approprier le jeu et d'en faire ce que vous voulez. Comment s'est passé l'équilibrage pour l'Alien notamment, parce que Mounir a joué l'Alien dans notre partie au Discovery Day et on a fait une première partie, alors j'en ai discuté avec toi, tu m'as dit que c'était un cas de figure très très rare, mais où il a perdu dès le tour 1, on l'a attrapé dès le tour 1. Bon, j'ai forcé les choses, On sait que c'est vraiment pas commun, que c'est de la faute d'un très mauvais alien. Exactement. Mais après, même dans la seconde partie, il a trouvé ça assez stressant, assez difficile, etc. Est-ce que c'est un ressenti qui est volontaire, que tu recherchais en tant qu'auteur? C'est volontaire et c'est voulu. L'idée est de créer une expérience de jeu unique avec des sensations uniques et la sensation autour de la partie, elle est forcément unique. Et elle est aussi très différente si on joue le camp d'Alien ou si on joue le camp des agents. L'Alien il va jouer à cache-cache et les agents ils vont jouer à... C'est un jeu de déduction, c'est pas du tout le même jeu en fait. On joue à deux jeux différents quand on joue à premier contact. Des aliens qui meurent tour 1, effectivement, c'est très très rare. Moi dans le développement, je pense que je suis à 300-400 parties, quelque chose comme ça. Ça a dû arriver 3-4 fois maximum. Et c'est marrant parce que depuis que le jeu commence à être livré, là depuis la semaine dernière, j'ai pas mal de gens qui me disent Alors moi je me suis fait attraper au premier tour. Ben, généralement ça arrive avec les aliens qui se croient un peu forts, qui sont un peu taquins. Et ça arrive qu'une fois normalement. Oui. Et les parties d'après elles sont un petit peu plus Oui, longues. t'en refais une derrière. Et de voilà. suite. De toute façon, une fois que tu as fait la mise en place, la mise en place n'est pas très longue, mais on peut recommencer très facilement. Quelles étaient tes influences quand tu as commencé à créer le jeu? Moi, ça m'a fait penser à Cryptid, ne serait-ce que pour le look du plateau qui l'évoque un petit peu, les types de terrain, etc. On pense aussi évidemment à Mind Management. Tu es tout à fait dans le juste, la question elle est très intéressante. Mon inspiration principale tout au début, c'est Whitechapel. Oui. Whitechapel, moi j'aimais beaucoup le jeu parce que j'adore la déduction, c'est un jeu assez ancien. Par contre j'ai jamais joué à Scotland Yard, on me dit que c'est la même veine de jeu mais j'ai jamais joué. Dans Whitechapel en fait ce qui me frustrait c'était le déplacement de numéro en numéro que je trouvais trop restrictif et j'ai décidé d'ouvrir ça avec un jeu plus bac à sable avec des hexagones qui permettent justement d'avoir plusieurs sorties et plus de possibilités. Donc ça déjà c'est le premier point. La logique des rayons de détection, elle est venue effectivement de Cryptid. C'est l'époque où j'ai commencé à travailler sur le jeu, enfin un petit peu après. Dès la première version, il y a eu des rayons de détection et dans Cryptid, effectivement, le Cryptid peut se trouver à X cases d'une pierre dressée donc une partie de l'influence sûrement inconsciente est venue de Cryptid, mais plus j'y repense, plus je me dis que je jouais à ce jeu-là à ce moment-là et c'est fort possible que ça ait joué. Les gabarits sont arrivés au début ou ça arrive en cours? Moi au début je mentalisais tout et c'est une rencontre avec Chris Bollinger qui est aussi auteur de jeu, auteur d'Archipelago, qui est venu jouer à la maison et qui m'a dit qu'il fallait que j'aide le joueur à mieux visualiser les choses et ça a fait une des forces du jeu. Merci Chris. C'est vrai que c'est un des aspects... C'est arrivé très tôt, hein. C'est arrivé très tôt, mais effectivement c'est un des grands changements du jeu. C'est vrai que c'est un des aspects originaux du matériel, hein, de vraiment visualiser, et c'est assez thématique aussi, ça aide à raconter une histoire, parce qu'on a vraiment un scanner qui va nous aider à ratisser une certaine zone, et après on fait, moi j'avais appelé ça de la triangulation, quoi. Exactement, l'idée c'est les infos. Moi l'idée de base du jeu c'était de créer des choses un petit peu comme ça. C'est ça. Le jaune détecte, le marron détecte, donc forcément l'alien il est dans cette zone-là, dans la zone centrale, et c'est comme ça qu'on arrive à arrêter. C'est vrai qu'on le visualise beaucoup mieux avec ces hexagones qui se superposent, qui sont aussi disponibles en version acrylique d'ailleurs dans le Kickstarter.
suite pour la version de boutique? Est-ce que toi tu vas continuer à suivre? Est-ce que tu as la volonté d'accompagner ce jeu sur le long terme? Moi l'idée c'est d'accompagner le jeu au maximum, c'est mon premier jeu, j'en suis très fier, je suis très fier de ce que Explorate a réussi à en faire, là où on a réussi à l'amener ensemble, donc oui, effectivement je vais continuer à l'accompagner. La version retail elle sortira après Cannes, elle devrait sortir mi-mars, donc je suis disponible sur BGG pour répondre aux questions, j'ai déjà créé un petit forum. En fait c'est un jeu bac à sable, donc forcément les règles sont écrites, elles sont bien écrites, mais il y aura forcément une FAQ à un moment sur tel cas ou tel cas. Surtout quand tu avances dans les scénarios. Exactement, je serai là pour y répondre. Ok, et j'imagine que tu as d'autres protos effectivement, j'ai des protos chez quelques éditeurs actuellement. Commencer les jeux ça prend du temps, moi auteur de jeu c'est pas mon seul métier, je suis aussi enseignant, donc je fais pas ça à plein temps, je fais ça par passion, je suis très content que les gens découvrent mes univers et découvrent ce que j'ai imaginé. Donc voilà, j'espère que les prochains verront le marché aussi, en tout cas c'est en bonne voie. Rien de signé pour le moment, mais voilà. Rien de signé, mais 2 jeux chez 2 éditeurs, de manière un peu réservée. Super, nous en tout cas on vous encourage à découvrir Premier Contact, hein, c'est un jeu qui nous a bien plu dans son feeling, qui est à la fois assez reconnaissable pour les amateurs de déduction et qui en même temps a sa patte, j'ai trouvé. Et on te souhaite plein de succès pour la suite. Et je vous souhaite un excellent salon à vous aussi, merci. Merci à Mickaël pour cette interview, c'était cool, ça. et puis on essaiera de vous proposer d'autres interviews quand ça se met. Bon, évidemment, le bruit d'ambiance et tout, c'est pas toujours idéal, mais voilà, on fait ce qu'on peut, et SN, c'est aussi l'opportunité de croiser des gens. Alors ensuite, on est allé voir Natera. Oui. On avait rendez-vous avec les gens de Horizon Games, C'est ça. qui sont 2 potes qui ont tout quitté, Tout abandonné. Ils ont tout abandonné il y a 3 on ans y va. pour lancer leur jeu sur Kickstarter, hein, Natera New Beginning. C'est ça. Le Kickstarter a eu lieu il y a 1 an à peu près, et là il commence à être livré au Canada, aux États-Unis et en Europe. Ils sont pas mal débrouillés parce que c'est quand même un jeu qui était un peu dans la hotness, hein, un petit peu. Oui, le jeu bosse pas mal. Et c'est une édition très propre, hein. Pour un premier jeu, c'est assez quali, on a tous les composants de luxe habituels d'un Kickstarter, en bois, plein de cartes avec des illustrations assez riches, etc. Alors Natera, c'est un jeu qui se réclame de Terraforming Mars, Ouais. aussi Dune Imperium ou Narak, ce genre de jeu. On a des meeples et un tableau de cartes. C'est ça. Parce que, bon, alors, on va encore le dire, c'est un jeu qui est assez classique, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment un jeu qui assume ses références. À votre tour, vous allez soit poser un meeple pour essentiellement aller chercher des ressources qui vont vous servir à poser des cartes. L'autre chose que vous pouvez faire à votre tour, c'est poser une carte. Originalité tout de même, légère mais à signaler. Les cartes ont 3 coûts possibles. Et au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est impayable ces cartes. Je dois payer, ça demandait beaucoup de ressources. 7 de ceci, 5 de cela, c'est horrible. Mais non, vous payez un des 3 coups. Peut-être pour expliquer un peu rapidement le thème. Donc en fait, c'est une histoire alternative où les humains ont essayé de développer des sérums qui vont rendre plus intelligents, sauf qu'ils sont foirés, les humains ont fini par disparaître, mais ce sérum a fonctionné chez les animaux, et donc il y a un côté anthropomorphe où on va incarner des animaux. Et là où c'est assez marrant, c'est que chacun va jouer une catégorie d'animal, donc ici Mounir avait les gorilles, moi j'avais les castors. Ou les castors, c'est ça, et moi j'avais les lézards, et chacun va avoir un peu une spécialité, et donc les 3 ressources qui nous permettent de payer les cartes, une des 3 ressources, chaque animal va vraiment avoir sa spécialité. Moi c'était l'agilité en tant que lézard, et on va le reconnaître, il y a des cartes qui me seront accessibles beaucoup plus facilement qu'à d'autres, parce que moi je vais faire de l'agilité, quoi. Ouais, mais si par ailleurs tu chopes beaucoup d'un autre type de ressources, tu peux retourner ta veste, donc ça c'est intéressant. Quand on place son meeple, on va aussi monter sur une piste qui est associée à la zone. Donc là, il y a quelques courses avec ces pistes. Si on arrive en haut, on pose un drapeau qui va nous faire des points. Et même avant, il y a des steps où on va révéler débloquer des actions qui va être seulement accessible pour la personne qui aura débloqué cela.
C'est ça, donc ça c'est assez intéressant aussi, même si évidemment les pistes c'est assez classique dans les bien Eurogames, sûr. mais ici le fait qu'elle soit associée à la pose du meeple, pourquoi pas, ça ajoute une petite dimension en plus. Et puis comme dans Terraforming Mars, on va revenir avec une séquence de production. Une fois que tout le monde, on va tous jouer des actions, et puis une fois que tout le monde a passé, on va faire cette phase de production. Et il y aura une petite aussi sélection d'icônes avec les cartes qu'on va placer qui sont des prérequis pour pouvoir passer des cartes suivantes. Ouais, c'est vraiment le même esprit, quoi. Ouais, des choses assez classiques, mais ça a l'air simple de fonctionner aussi. Maintenant, on n'a pas joué à ça en se disant on joue à Terraforming Mars, c'est pas la même chose. Non, clairement mais pas la même il y a chose. un esprit derrière. Typiquement, on voulait bien y rejouer là, d'ailleurs on va sûrement y rejouer. oui, donc, alors il faut le dire, on a fait une manche Ouais. oui, c'est vrai. sur les 4, donc Oui. on n'est pas du tout en mesure de Non, vous donner un c'est avis, clair. on vous donne un ressenti par rapport aux règles, parce que par contre on a eu l'entièreté des règles. Oui. Effectivement, on a eu une boîte, on les remercie parce que c'est une grosse boîte hein, oui. pleine de matériel et assez chère, donc on les remercie pour leur confiance. Et on va essayer de le jouer ce soir si on a encore l'énergie, ou en tout cas rapidement, Oui. parce qu'on a encore un peu les règles en tête, C'est et ça. on va essayer de vous donner un avis un peu plus développé. Notre ressenti, au début, on était sceptique sur le fait qu'on ne voyait pas l'étincelle. Oui. Et en jouant, on s'est dit, ah quand même, c'est un jeu qui est plaisant, qui peut être agréable et qui peut avoir des arguments qui se défendent, quoi. Donc voilà, de toute façon, au bout d'une manche, on ne peut pas Oui, voilà, dire. pour le moment, c'est un peu difficile à dire, mais on était plutôt enclin à y rejouer. Donc Oui, c'est oui, déjà, on a envie je de- dois dire de qu'on voit pas creuser. mal de jeux qui nous donnent Bah oui. pas envie d'y revenir, c'est déjà C'est pas bon, mal ça. que. Ils annoncent combien de temps de partie? 2 heures? Je sais pas, moi comme ça, à chaud, je te dirais que... En première partie, on sera 2 heures et peut-être qu'on peut Ouais. descendre. Hein. Parce qu'il y a 4 manches, Ouais. t'as 3 meeples à poser, mais tu sais bien, tu peux aussi poser des cartes, etc., qui vont rallonger un peu la séquence et tout. Mais je pense que ça peut être assez fluide. Voilà, il faut voir s'il y a un peu d'interaction sur le blocage, ce genre de choses, ou si c'est un jeu un peu plus solo dans le feeling. Voilà. Tout On ça essaie va de- être à voilà. creuser. On Mais- essaie de vous en reparler. En tout cas, c'est un jeu qui est bien produit, quoi, Ouais, ça, c'est et qui sûr. donne envie quand il est sur la table. Je pense qu'il attirera plein de monde, et on a vu, on a croisé des personnes qui l'ont acheté assez vite. Ouais. Donc voilà, on donne un avis dessus rapidement. Alors ça n'a rien à voir, mais moi j'ai retrouvé mes amis Ah, Romain et David qui étaient de passage pour une journée sur le salon. Vous les avez déjà vus sur la chaîne, et on a fait un petit Yubibo qu'on a acheté Sam et moi ce matin sur le salon. Vous avez sûrement déjà vu passer ce jeu sur les réseaux, il est très populaire, on l'a vu à Vichy, etc. C'est tout simplement le twister des doigts, hein. On essaie en coopératif de faire c'est tenir ça. des bâtonnets ensemble avec ses doigts. Rien à dire à part que ça tient ses promesses. C'est-à-dire que tu te marres, t'engueules les autres, tu dis mais pousse. Ah, mais il est là, Romain? Oui, oui. Il est au festival? Mais oui. Ah, mais je Il savais pas. était là aujourd'hui, donc on s'est très bien amusé. Je les ai fait aussi jouer à Snake Charmers. Ah, mince. Carton Ok. plein de nouveau pour Snake Charmers. Et on a rejoué à Mongoose, dont on parlait dans la vidéo d'hier. Carton plein également. Et donc on s'est bien amusé avec Yubibo. Donc c'est vraiment un chouette Ah, mais jeu excellent. pour se marrer avec ses amis. Et bon, pas évident de trouver une table à SN, mais s'asseoir par terre dans la galeria, des fois ça fait le taf aussi, quoi. Alors pendant que moi je faisais le zouave avec Yubibo, là, vous étiez à Eldertide. Oui, c'est ça, on est allé voir. Bah, c'est... Comment s'appelle l'éditeur encore? C'est Esper Games, Esper c'est Games, un ça. éditeur qui est basé au Japon, Basé au Japon, qui fait des Eurogames à la sauce japonaise un petit peu. Voilà, leur premier game c'est Jizogi du coup, qu'on a qui récupéré. est un jeu où on a une entreprise qui fait des mangas. Mhm. Qu'on n'a pas encore joué, qu'on mais a on a une récupéré, boîte. qu'on n'a pas encore Ça, joué, ouais. qui a des bons retours, qui est pas expert, qui est plutôt Mhm. initié plus, Oui, mais qui a des bons retours et qui est magnifique. Et donc ça on n'a pas joué. Et là c'était leur prochain jeu qui est en ce moment sur Kickstarter. C'est ça, Eldertide. qui se termine, il leur reste quelques jours, hein, je crois. Et, Ouais, un jeu, je me disais, mais qui est déjà financé. Alors c'est quoi sur comme style de jeu? Oui, on a justement joué avec l'auteur de Jizogi, et lui il est co-auteur sur ce jeu. Mhm. Il y a une équipe de graphistes, c'est pas tous les mêmes graphistes. D'ailleurs, on va voir qu'il y a différentes touches de design. Et qu'est-ce que c'est comme jeu? Alors, c'est un jeu où on est dans une genre C'est un jeu de d'utopie. dinette, hein, au final. Oui, Tu gagnes c'est- des on est ressources sur des pour, navires et on livrer des ressources. On va passer de tuile en tuile.
Et en fait, on va miser, c'est ça le petit truc, hein, on va miser une force. C'est ça, une force d'énergie. On a de l'énergie, on va miser un peu sur cette énergie. Celui qui fera la plus grande mise sera le premier joueur, il aura l'initiative et donc il devra dépenser, quoi qu'il arrive, qu'il utilise ou pas cette énergie, il devra la dépenser. Quand il va la dépenser, ça va lui donner une force pour l'action sur laquelle il va arriver, mais aussi un déplacement. Donc si jamais j'ai misé 6, je peux me déplacer de 6 et faire une action de force 6, donc il y a des actions de force différentes, une de 7, une de 3, une de 1, et on va avoir des actions correspondantes de mieux en mieux si on fait une force plus grande. T'as un plateau là. Ouais, donc ça se joue en 2 phases, il y a une petite partie bluff où on fait comme tu dis au hasard, on va dépenser, donc on va faire des mouvements, donc la partie centrale ça va vraiment être des grosses tuiles sur lesquelles on va pouvoir déplacer nos bateaux, qui sont des figurines quand même plutôt jolies, et on va pouvoir, comme on disait, se déplacer, passer, il faut éviter de passer par des endroits où il y a d'autres bateaux parce qu'on va devoir payer plus cher, il faut éviter de passer par des endroits qui vont être en ruine parce qu'au fur et à mesure du jeu il y a une petite tempête qui va se déplacer, qui peut faire des dégâts aux tuiles, qui peut faire des dégâts aux bateaux. Donc ça c'est géré avec un dé, donc il y a une petite part d'aléatoire qui est assez amusante à ce niveau-là. Ouais. Et puis après on va faire nos actions qui vont nous permettre de débloquer des ressources qu'on va mettre sur le plateau principal qu'on voit ici. On peut les transformer donc soit des ressources, soit de faire des génératrices qui vont venir se mettre sur notre partie centrale. Et ces ressources-là on va pouvoir les livrer pour faire des contrats. Assez intéressant, c'est que les contrats ils sont communs, donc il y a 3 ou 4 ressources qui doivent être mises pour pouvoir réussir un contrat. Si je mets une ressource et que quelqu'un arrive à en mettre 2 derrière, c'est lui qui fait le contrat, c'est lui qui prend les points. Il y a ce petit jeu là de se dire tiens, est-ce que lui va pouvoir le faire? Pour le moment il n'a pas les ressources, mais sur son prochain move est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il y a des tuiles sur lesquelles on ne pourra plus utiliser si elles ont été abîmés par la tempête, des lieux qui ont été ravagés par la tempête, et on peut les réparer, et réparer c'est quand même pas mal. Ça a l'air assez fort. Ouais. Et ce qu'on avait trouvé intéressant, c'était aussi sur le plateau perso, on a une piste où on va faire monter des curseurs, mais c'est une piste qui se rétrécit. Donc on a 4 pistes au départ, non c'est celle avec tous les hexagones, sur ce plateau, il y a une piste qui se... Donc on a 4 curseurs et on va monter, mais après à chaque étage, au lieu d'avoir les 4 places pour les 4 curseurs, il y en aura peut-être un moment 3, puis 2, peut-être 1, je ne me rappelle plus. Donc on les voit ici. Ouais. Et ça va aussi influencer le scoring final. Oui, c'est ça. Et puis les ressources que tu vas générer en t'arrêtant sur les cartes. On va bâtir en fait, les ressources qui sont au-dessus, on va les flipper et pouvoir les bâtir. Donc par exemple, le riz donne un champ de riz et ainsi de suite. Et on va construire ici autour et on va pouvoir après récolter de plus en plus. On a un effet au milieu du plateau, on a un effet personnel, une petite asymétrie. On a trouvé notre partie agréable. C'est plaisant. Donc voilà, pour situer, on a fait 2 manches. Oui. Sur je ne sais pas combien de manches il y a 10 manches au total. Ah oui. Donc il y a quand même une assez grosse montée en puissance. Oui. Mais sur 2 manches, voilà, clairement on n'a pas toute l'expérience. On sent que les points de fin de partie, ça a l'air quand même super intéressant. Mais quand même plutôt optimiste. Hein. J'ai senti que tu étais le plus enthousiaste. Ouais, moi j'ai bien aimé, mais je sais pas. En fait, je trouve que alors que d'habitude ça me parle pas trop, mais là le thème m'a vraiment intéressé. Okay. J'aimais beaucoup l'exploration et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant, de beau. Le jeu est clairement surédité, il faut pas se mentir, mais ça prend de la place et ça m'a procuré quand même des sensations. De me déplacer, je sais pas, j'ai visualisé ça et j'ai trouvé le système de pari, d'énergie, de gestion assez intéressant, la petite partie spatiale. Franchement, je trouve qu'il y avait vraiment de bonnes idées. Quoi. Ok, cool. C'est Elder Tide, donc c'est encore en ce moment sur Kickstarter. C'est pour le moment. C'est ça, il reste une dizaine de jours. Vous avez joué à Miss Wind? Non. Miss Wind a un peu cette thématique, pas dans le gameplay différent, mais un peu cette thématique où tu t'apparais un bateau avec une civilisation, puis tu vas te déplacer d'endroit en endroit, puisque c'est un pick-up and deliver, donc c'est un petit peu différent. Okay. Ça m'a fait penser à ça. Alors, messieurs, c'est bien beau vos Kickstarter là. Mais est-ce qu'on parle des jeux qui comptent vraiment? Por favor, la cuenta. Et c'est un jeu de mots que je viens de faire devant vos yeux ébahis. La cuenta, donc l'addition. Un jeu où thématiquement on se bagarre pour qui va payer la note du resto. Ça ne peut être que bien. Alors Sylvain, toi qui nous as tant vendu ce jeu. Donc Sylvain l'avait précommandé à la cuenta. Oui, évidemment. Qui ne précommande pas la cuenta? En tout cas, nos amis Ben, Romain, les Ludo, quelque chose. Alors je suis super étonné. Ils trouvent ce jeu super. Attends, ah oui, ils trouvent ce jeu super.
on les trouve aussi super. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce jeu, c'est que dès qu'on évoque ce jeu, c'est comme le Voldemort, on dit la Cuenta et Sylvain devient silencieux. Allez, faisons le job quand même. Thématiquement, c'est quoi? C'est un Uno amélioré avec des... Oui, on a des cartes en main, des cartes de repas, et on est là autour d'une table et on va commander des repas et des repas et des repas, et puis à un moment, il va venir le moment de payer l'addition, et bon, tout le monde veut essayer d'éviter ça. Donc comment on fait? Il faut pouvoir jouer. Et tant qu'on peut jouer, on continue à éviter de payer, parce que non, viens, on reprend un plat, ramène du vin qu'on va mettre sur le côté, etc. Et là, on peut faire ça. Après, il y a certaines cartes qui vont nous permettre soit de faire des réductions, il y a des réductions plats, mais pour parler simplement, on va jouer un plat qui vaut, par exemple, je ne sais plus si c'était en euros ou quoi, mais disons 20 euros. Et en fait, il faut toujours jouer plus fort, on augmente la note, on augmente la note, et au fur et à mesure, en fait, on a des cartes événements qui sont dans notre main, et les cartes événements vont dans tous les sens. Du Uno, on va changer le sens du tour, on va dire ah ouais mais non en fait je suis parti aux toilettes, ou regardez c'est mon gâteau d'anniversaire, j'ai ramené une bouteille de vin, ça part dans tous les sens. Voilà, clairement nous on n'a pas du tout apprécié, on est passé à côté de notre partie. C'est des sensations de Uno. On n'est pas passé à côté de la partie. C'est juste, on a très bien vu ce qu'il y avait dans la partie. Oui, il n'y a rien à y voir. Il n'y a pas grand chose à y voir. Par contre, c'est pas passé à côté. C'est parce que je pense que thématiquement, on peut se dire, on peut se mettre dans la peau des personnes qui sont à table et le jouer de cette manière et se dire ouais c'est marrant, attends, non, quoi commence ça? Allez, on leur donne un pourboire, on augmente l'addition. Sauf que c'est farfelu, il y a trop de cartes événements. Moi, ma main, j'avais 5 cartes événements et donc c'était compliqué de jouer, je savais pas ce qui se passait avec ces cartes-là, il fallait demander des règles tout le temps, même le gars qui expliquait, il était pas sûr toujours des règles. Mais bon, ça part dans tous les sens, c'est farfelu, c'est oubliable. Ciao. Pire qu'oubliable. Nous, on l'oubliera pas. Je pense que nous, on l'oubliera jamais parce que ça va suivre Sylvain des années. Alors, pour vous expliquer le niveau de désillusion de Sylvain, il me l'a foutu dans mon sac tellement il n'assumait pas de l'avoir précommandé. Donc, c'est dire. Vous le retrouverez dans la prochaine tombola de jeu. Offert. Glissé dans votre colis pour quelqu'un que Boris n'aime pas. C'est très mal. Toi, tu vas payer l'addition. Voilà. Alors, moi, j'avais aussi un rendez-vous chez Mandou Games, dont on a déjà parlé hier. Donc, on va pas reparler des jeux qu'on a déjà traités. Par contre, il y a un jeu qu'on n'avait pas encore essayé. On en a fait 3 parties. Là déjà avec Sylvain, c'est un jeu de pli à 2 de Géonil, très grand auteur de jeux de pli. C'est Faust versus Mephisto. Ah oui, c'est déjà votre 3e partie. Ouais, on en a fait 3 d'affilée. C'est un jeu asymétrique. Soit on met Mephisto et on veut récupérer toutes les cartes de, si possible, 2 couleurs. Soit on est Faust et on veut empêcher que ça arrive. Au départ, c'est un peu classique dans le sens où must follow, on joue une couleur, l'autre doit suivre la couleur, la carte la plus haute l'emporte, mais comme dans un Jekyll versus Hyde, très inspiré de Jekyll. Il y a les couleurs qui vont avoir une hiérarchie petit à petit. Donc la première fois qu'on joue une carte, elle devient la carte de la plus basse hiérarchie, puis quand on joue une autre couleur, elle devient plus haute, etc. Le méga twist du jeu qui fait complètement fumer le cerveau, c'est qu'on a 2 petites pièces en métal et on peut, un peu comme dans un tatsu, à son tour, jouer une pièce pour dire non, je ne veux pas jouer, tiens, joue à ma place, toi, mon adversaire. À cette couleur-là, ouais. La valeur la plus haute ou la valeur la plus basse. C'est ça, on lui donne une consigne sur ce qu'il doit jouer. Ce qui est vraiment malin, mais qui... Quand est-ce qu'il faut utiliser ces pièces, à quel moment, pour faire quoi, en disant quoi, etc. C'est chaud. Alors on va le dire tout de suite, c'est un jeu asymétrique où il y a un rôle qui est beaucoup plus difficile que l'autre. Et c'est pas grave, je pense que c'est assumé comme ça. C'est le rôle de Mephisto, qui est beaucoup plus technique, parce que tu dois essayer d'avoir toutes les cartes d'une même couleur. Faust, c'est plus difficile à obtenir que juste d'empêcher. Faust, il doit juste foutre le bordel, quoi. Ok, et là vous êtes convaincu que c'est vraiment une différence comme ça Bah écoute, on a fait 3 parties d'affilée, Faust a gagné les 3 fois. Et puis même moi en jouant Faust, la première fois je voyais Boris et j'ai dit mais ça se voit que c'est beaucoup plus difficile que l'autre, mais c'est pas grave. Ce n'est pas un défaut. Oui. Il faut le savoir.
et ça devient un défi de jouer au bien Mephisto sûr, bien sûr. et de gagner avec Mephisto. Et quand tu dois essayer d'arriver à avoir toutes les cartes d'une couleur 2 fois. Quand tu le fais déjà au moins une fois sur 2, tu es déjà content, tu te dis vas-y, je veux retenter, je veux le refaire, etc. C'est un des jeux de pli les plus experts auxquels on est C'est joué. le plus expert. En en 2 plus, joueurs, en deux joueurs, ouais. Ça demande des skills pour gagner en tant que Mephisto qui sont de calcul, de comptage de cartes, de probabilité. Vous m'intriguez là, j'ai envie d'essayer là. C'est extrêmement difficile. Je pense que tu vois, comment il s'appelait déjà, il y avait Yellow House, Ouais. où beaucoup de gens sont passés à côté pour le coup Alors du là, tout le jeu, monde en risque de disant passer je à comprends côté. pas, etc. Là, c'est encore une step au-dessus en termes de calcul, de tout Ah ça. ouais. Mais je désespère pas, hein. Je pense qu'au bout de 10 parties, on va finir par gagner avec Mephisto. Je mais suis convaincu que c'est juste qu'il c'est faut, tout à fait faisable. il Il faut faut vraiment juste tryhard mieux le jeu maîtriser le jeu. pour vraiment comprendre Ok. que ce qu'il faut faire. Ouais. Et Les couleurs de très cartes ont fort. des petits pouvoirs. Le jaune va aller plus 1 dans la hiérarchie. Le bleu va rester à sa valeur de hiérarchie d'une manche à l'autre. Il n'y a pas aussi le même nombre de cartes dans chaque couleur. Le rouge n'a que 4 cartes, là où le vert en a 7. Donc il y a plein de petits éléments à intégrer, ce qui en fait un jeu très technique, mais vraiment très enthousiasmant. Hein. Moi j'ai envie de continuer à le creuser, moi, ça me donne d'y envie de jouer. penser. C'est une des toutes bonnes sorties de Géonil. C'est un genre hyper niche. Mais Ouais. si vous êtes parti de cette niche, Ouais. si vous aimez les jeux de pli à 2 joueurs qui font fumer le cerveau, c'est assez restreint comme catégorie, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus dur que Jekyll versus Hyde. Ouais, beaucoup plus complexe. Mm. Enfin, pas complexe en termes de règles, mais complexe pour... Exigeant. parvenir, Exigeant. voilà. En fait, la moindre, quand tu joues Mephisto, La moindre erreur est fatale, ouais. tu joues la carte, tu dis c'est bon, j'ai perdu. C'est fini. Ok. Ouais. Donc tu es obligé d'être très très concentré. Et du coup, la partie, c'est pas un jeu où tu joues en 10 minutes ta partie. Tu es obligé, quand tu joues Mephisto, de vraiment calculer ce que Tu tu peux vas sur faire. le papier, c'est très rapide, Ah bah c'est oui, 2 mais manches, mais tu ouais, gagneras jamais, quoi, ton, si tu joues- ton cerveau si tu veux fume, aller quoi. vite. Le matériel est super, les illustrations sont top, Ouais. il y a les Très pièces belle production. métal avec Voilà. la tête du Magnifique. diable dessus, c'est génial. Le jeu est hyper bien édité, comme souvent avec Mandou. Hein. Mm. Donc franchement, voilà, le seul Top. problème du jeu, c'est qu'il s'adresse à pas grand monde. Pas grand monde. Mais à part ça, il est vraiment très très cool. Rapidement, je vais vous parler de ce que j'ai vu d'autres chez Mandou, en sachant qu'on n'a pas encore joué à tout ça, c'est des présentations uniquement. Mais magazine, Ah oui. on a eu plusieurs personnes qui nous ont fait un retour que c'était carrément ennuyeux, vraiment pas top. Moi, le jeu continue, après ce pitch, de me faire envie. Ça faisait partie de mes mentions honorables. C'est un petit jeu très léger, de collection et de placement d'ouvriers. Le jeu était à la base sur la thématique des nobles, de la Renaissance et tout. Ah oui. Et Mandou, ils ont dit, oh non, non, pas encore ce Non, thème, non, c'est non. pas possible. Donc on va le changer et en faire quelque chose de plus original. Et je salue le thème, que je continue de trouver cool. Il y a une mécanique de placement d'ouvriers qui a l'air intéressante sur les cartes, parce que tu as 2 emplacements d'action sur les cartes. Ok. Et donc tu peux te mettre sur l'action du haut, sur l'action du bas, mais tu as aussi un 3e petit spot qui ne fait rien quand tu te mets dessus, mais par contre qui te permet de récupérer la carte dans ton tableau et de pouvoir la réactiver par la suite. Et moi j'ai quand même envie de voir cette petite méca. Je trouve que ça a l'air tout de même assez sympa. Donc moi c'est surtout le thème qui me fait plaisir. Je trouve que l'artwork du jeu est vraiment très Ça te joli. parle, toi, forcément. Moi ça me parle vraiment en tant que journaliste. Et j'ai envie au moins de laisser sa chance au jeu et de ne pas m'arrêter au retour négatif qu'on en a eu, quoi. Donc voilà, ouais, un petit arrêt sur les cartes et le plateau imprimerie qui est quand même vraiment assez joli. Vraiment, je trouve les illustrations qui représentent différentes couvertures de magazines vraiment réussies. Donc voilà, j'y jouerai avec qui veut. Rapidement, Kingdom of Dice de Rainer Knizia, qui est une variation de Gang of Dice, qui est déjà un jeu de dés de Knizia assez chaotique, assez familial, Mineur. de pousse ta chance, c'est de faire des combinaisons de dés pour après se placer sur une piste de score, et plus on est en avant, plus on va récupérer une tuile qui vaut des points.
on en a récupéré une copie. Je l'essayerai avec un public qui est tolérant envers ce type de jeu assez léger. Je pense que ça sert à rien de jouer à ça avec des joueurs habitués à de l'expert. Mais comme ça, j'ai pas l'impression que ça soit le jeu du siècle. J'en sais pas plus pour l'instant. C'est vraiment, on jette des dés et on fait des combinaisons. Est-ce qu'elle ira rejoindre la Quetta dans la tombola? Mais moi, je mets pas de mauvais jeux dans la tombola. Attention. Je rigole. Fake news. Alors, ensuite, on a eu un rendez-vous chez Delicious Games. Et on s'est fait pitcher l'extension de Underwater Cities, Dataera, mais on s'est aussi fait pitcher Epona, et après on a joué à Epona. Epona, c'est un jeu de Vladimir Suchy. Est-ce que c'était épique? C'était épique. On peut déjà dire à n'en pas douter. Donc c'est un jeu de thème chevaux avec un manège, et c'est un jeu de I Split You Choose. Ça nous a intrigué. Oui. On l'a dit avec Amanit, on adore cette mécanique. Sur le pitch, on s'est dit, attends, on était tous les trois emballés. T'es pas au courant là? On était tous les trois, mais c'est dingue de loin ce Tous jeu. les trois. Hein. Tous les trois, C'est bien, c'est je me sens déjà en dehors. C'est bien. On est tous les trois, c'est J'étais marrant. désolidarisé du Une Quetta par jour. Ce jeu ne nous paraissait pas terrible de loin. Et puis quand on nous le pitch, on se dit quand même, I Split You Choose. J'ai envie d'y croire. Construction de tableau. J'ai envie d'y croire. Voilà. Et Sushi va enfin ressortir de l'eau avec un titre qui marche. Ouais. Et puis on y a joué. Et là, c'était un peu la douche froide. Parce que sur le papier, c'est ça. C'est du I Split You Choose. Et donc, un joueur va piocher des cartes et faire de l'eau. Et va proposer les de l'eau à un autre joueur. Pour le coup, il n'y a pas de twist par rapport à Amanit. Il n'y a pas de twist sur le I Split You Choose. Voilà, c'est le I Split You Choose le plus basique qu'on connaisse. Après, on va tous jouer en simultané et poser des cartes dans notre tableau. Le problème du jeu, c'est que, alors on a fait un des problèmes du jeu, on a fait la moitié de la partie, on a fait 3 manches, et ça partait déjà dans tous les sens dans ce tableau de cartes. C'est-à-dire que sur chaque carte, vous voyez, il y a énormément d'icônes. Il y a des icônes qui vont vous faire repiocher d'autres cartes. Là, on voit toute l'iconographie qu'il faut se farcir quand même. Qui a acheté chevaux, là. Et donc, l'idée, ça va être de respecter à la fois des bonus, et aussi chaque carte a un scoring de fin de partie différent, qui va te dire tu gagnes des points si tu mets des chevaux de telle couleur autour de cette carte, tu gagnes des points si tu mets des cartes de tel badge dans cette ligne, etc. Chaque carte en a une. Il y a des cartes chevaux, il y a des cartes valets, il y a des cartes carrosses, il y a des cartes équipements, il y a des cartes qui vont dans tous les sens. Chacune des cartes a ses spécificités, déclinées en plusieurs variations, plusieurs icônes, ça part vraiment dans tous les sens. En fait, il y a tu vois, autant Covenant, on peut dire ça va plaire à certaines personnes, autant je suis confiant pour dire que Epona, franchement, ça va être difficile. Même si tu es fan d'équitation, que c'est ta plus grande passion et que tu te dis je vais chercher un jeu d'équitation, tu peux même pas aller sur ce jeu-là. Le jeu est vraiment brouillon, il est confus, on perd très vite le fil, l'iconographie est catastrophique, vraiment peu intuitive. Le jeu est très laid. Ça c'est subjectif. Oui, c'est très subjectif. Mais vraiment. Et je serais pas aussi catégorique sur l'iconographie. Regarde les chevaux, regarde le jeton cheval là qui on voit en bas là. Mais ça c'est très subjectif. Je serais pas aussi catégorique. Alors directement, moi j'ai pas très apprécié le jeu, donc je vais pas en dire du bien, mais je voudrais juste dire sur l'iconographie, il y en a beaucoup, ça fourmille, et donc c'est vrai que ça donne pas envie de commencer à réfléchir. En plus, on va faire un tableau building qui va grandir et grandir. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait sur la partie? On a fait la moitié. On avait déjà une quinzaine de cartes dans notre tableau. Ça va être gigantesque ce tableau, je veux pas voir la fin. Donc on a différentes rangées dans son tableau. On a des fermes en fait, et on va pas des fermes, des étables, et on va mettre des chevaux dans ces étables. Ils ont eu une contenance, quoi. On peut mettre 3 chevaux dans celui-là, 6 chevaux dans un autre, et il y a des petites conditions pour remplir le contrat, on va dire. Donc j'ai des chevaux gris, des chevaux mauves, etc. Un jockey, voilà. Et donc une fois que c'est fait, on reprend simplement. On reprend une nouvelle ligne, on ajoute une nouvelle ligne à son tableau. Et donc ça n'en finit pas. Et déjà, à la 3e manche, on avait tous un tableau de
une quinzaine de cartes, avec chacune un effet de décompte. Le comptage des points à ce jeu doit prendre un quart d'heure. Ouais, ça veut dire On ne ça. l'a pas vécu, mais vraiment, je ne vois pas comment c'est pas une usine à gaz de Et compter alors, chacune de ces cartes. Donc comment ça se passe pour le I Split You Choose? Ben, on a une carte qui nous dit à chaque manche, voilà, on est réparti, joueur A, B, C, D, et donc le A va donner au B, la prochaine fois le D va donner au C, et ainsi de suite. Sauf que nous on a joué à 5, et ben qu'est-ce qui se passe sur le cinquième? Oh ben rien, il pêche de son côté. Il pioche, il sélectionne. Il pioche et il fait sa petite popote tout seul. Bah oui, parce qu'il y a un cinquième joueur. Bah non, alors on met pas de On cinquième n'a pas de joueur. solution. Bon, C'est bah tant tout. pis. Voilà, c'est ça, c'est fou, ça nous a paru fou. Alors, allez, quand même un truc thématiquement rigolo, c'est qu'on peut faire des bébés chevaux. Ouais. Et donc, avec la personne à qui on offre un lot de cartes, si elle a un cheval, une jument, et que nous on a un mâle ou l'inverse, on peut Dépenser un jeton d'amour pour faire l'amour, pour faire s'accoupler l'amour avec avec son cheval et avoir un petit bébé. Et même ça, c'est laborieux. Ah oui, c'est hyper laborieux, et parce c'est qu'il faut confus. regarder si ça vaut le match, si ça match, ça fait 2 points, sinon ça fait 1 point. Il faut un mâle, une femelle. Enfin, C'est une catastrophe. C'est vraiment- Ouais, en tout cas difficile. À un moment, on y allait en y croyant vraiment, puisqu'on l'avait pitché, on s'était dit, donc ok, le High Split You Choose, et en même temps tableau building, pourquoi pas. Et puis après, à la Il y réalisation. a vraiment beaucoup trop de choses. Évidemment, on n'a pas joué la partie entière. Évidemment, on n'a pas tout en tête, mais c'est vrai qu'on avait très difficile de voir comment ça pouvait. moi, je ferai jamais une partie entière, ça m'intéresse Il pas du tout. ne sera pas localisé en français. Hein. Un trafin y est Alors, arrivé, Delicious Games nous a donné une boîte de presse, donc pour la science, je m'engage à y rejouer à 2 joueurs. Je pense que ça ne sert à rien de jouer Non, en plus, Oui, à plus oui, de c'est 2. vrai. en parce solo, pour éviter de faire souffrir quelqu'un d'autre. Tu fais ton C'est vrai qu'il y a un mode solo, il y a un mode solo. C'est la même chose. Je split, je choose avec Bah moi-même. non, tu fais le mode, tu prends 5 cartes et puis Oui, juste c'est tu ça. mets les cartes dans ton tableau. Hein. Écoutez, je m'engage à essayer à 2 joueurs. Je pense qu'à 2 joueurs, au moins, tu peux surveiller un peu le tableau de l'autre. Et au moins, t'as pas la confusion d'avoir 3 autres personnes qui font des bébés autour de toi et qui échangent des tokens et on comprend Tu plus rien. filmeras la partie s'il te plaît. Ouais. Alors on Et va le, jusqu'au décompte, bout. et le décompte des points. Moi, je veux voir. Sachez qu'on va J'ai jusqu'au convenu bout. ton adversaire. Et je vous dirai ce que j'en Ça pense sera peut-être toi. à tête reposée, en dehors des conditions salon. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas ma priorité. Il sortira Et- jamais. Je suis sûr que dans 6 mois, Boris, il est Attention, encore le sur la pile de l'ordre de Boris. Non, je pense pas. Il sera encore Non, sous ses lots. Vladimir Suchi, Il atterrira il a lui du aussi mal à... dans une tombola. Non, Boris c'est un staccanoviste, il va nous. Dorénavant, à ce moment-là, il y aura un gagnant et un perdant. Sachez-le. Et le perdant, il repart avec. Non mais Vladimir Suchi, il a quand même du mal à se renouveler. Hein. Il a quand même du mal à remonter la pente. Là, Là, c'est vraiment. depuis On pensait Underwater qu'il avait City, atteint le c'était fond, incroyable. mais là, il est en dessous du fond. Quoi. Et parlons-en Ah, voilà. d'Underwater Cities, Ah. quand même le meilleur jeu de Vladimir Suchi à mon sens, qui a donc cette extension Data Era qui va amener principalement, alors il y a un boost du matériel, donc Oui. si vous trouviez ça relou d'empiler Non, deux petits Ah oui, c'était ultra jetons, relou. et ben maintenant ils ont des trucs 2 en 1, donc des doubles tokens pour remplacer tes simples quand tu améliores. Mais ça sert à rien. Mais si, Mais il y a t'as ça. plus besoin d'empiler. C'est justement dessus plus ton token laborieux. avec un autre. C'est moins jeton laborieux. luxe, quoi. Et puis surtout, il y a une nouvelle ressource, Voilà. les data. Les datas, voilà. Et C'est on une voit là extension. sur les 2 jeux, Première extension, tu as un tableau double on couche. voit Deuxième là extension, sur les 2 jeux, s'il vous plaît, ne soyez pas S'il vous dissipés, toutes les utilisations qu'on peut avoir avec ces data. Et donc, on peut, ça c'est très intéressant, on peut les utiliser notamment pour jouer des cartes supplémentaires. Et par exemple, on sait que les cartes jaunes dans Underwater City sont moins fortes que les rouges, qui sont moins fortes que les vertes. Et du coup, ça coûte plus de data pour jouer des cartes vertes qui sont plus fortes. On peut dépenser une data pour jouer aussi un 4e bâtiment, construire sur le site d'extension. Ah oui. Ça a l'air intéressant. Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Oui, il y a les C'est une espèce fameux de joker qui bleus. sert un peu à tout. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il nous Et l'a puis, présenté comme ça. quelque Ouais, chose qui va complètement, assez une ouvrir ressource le jeu assez aussi un petit puissante. peu. Et là, on voit Ok. l'ensemble du matériel. Il y a évidemment 2 nouvelles cartes Mhm. dans la boîte. Il y a de nouvelles cartes de quick start, de démarrage rapide, de nouveaux objectifs,
un petit peu de tout de nouveau. Il y avait des dômes bleus aussi. Oui, qu'on peut Ah, ajouter par-dessus et qui vont faire. C'est par set de bâtiments, c'est ça? C'est ça, par set de bâtiments de 4 différents. bâtiments, ou je ne sais plus. Ils vont vous faire des points supplémentaires. Ah, donc eux, ces bâtiments sont spécialisés quand tu as des couleurs différentes autour de tes bases. Je ne c'est sais ça. pas si c'est les couleurs, mais oui. Oui, c'était ça. je pense que c'est ça, des constructions diversifiées. Donc voilà, je pense que si on est fan d'Underwater T'avais demandé Cities, si on pouvait la jouer avec l'autre. Oui, on extension. peut la jouer sans la première extension Ok. si on veut. C'est juste qu'il y a juste une petite partie du matériel qui ne servira Les pas. starts, du coup, tu les C'est ça, les utilises starts, tu ne les utilises pas du coup. Mais bon, la première extension de Underwater Cities, elle est très bonne et elle est quasiment indispensable pour quiconque aime vraiment le jeu. Il arrive à la trouver parce qu'elle est pas Ouais, c'est ça le problème. Peut-être qu'ils vont la réimprimer avec la sortie de Data Era, du coup, je ne sais Elle pas. arrivera. Mais en tout cas, je pense que pour quiconque est vraiment fan du jeu, bah, ça s'annonce, encore une fois, on n'a pas essayé, mais ça s'annonce comme une très bonne extension. Et maintenant, pour terminer la journée, le gros morceau, Faya Swamp. C'est parti. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ok, après le démarrage raté d'hier, on a enfin fait une partie complète de Faya Swamp à 4 joueurs. Ça a duré 2 heures. Les règles sont pas si compliquées. Non, c'est vrai. C'est vraiment Expliquer en 10 minutes. un jeu avec une bonne profondeur, mais qui est relativement simple pour rentrer dedans. Sam, c'est toi qui le connais le mieux. Est-ce que tu te lances dans un pitch de Faya Swamp? Ouais, un petit en sachant pitch, qu'on l'a déjà traité dans la vidéo d'avant-hier, dans ouais. nos attentes, donc on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. C'est ça, donc ouais, le pitch rapide, donc on incarne des petits clans qui vont explorer un marais. Dans ce marais, on va pouvoir faire 2 types d'actions. Et les types d'actions vont être des actions maritimes, donc on va déplacer nos bateaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos bateaux? On va pouvoir construire, donc placer nos petites settlements qui vont agrandir des îles. Des petites huttes, ouais. Ouais, des petites huttes, c'est ça. On va pouvoir pêcher le poisson qui va être dépendant de chaque manche. On va pouvoir vendre ce poisson-là. On va pouvoir aussi aller prier près des temples. On va pouvoir aussi, au niveau de la terre, on va pouvoir faire des célébrations. Donc, ça nous permet d'utiliser les poissons qu'on a placés précédemment en vendant, qui nous permet de faire pas mal de points. Voilà. Un des trucs qui nous a marqué, qu'on n'avait pas pressenti, c'est qu'il y a un feeling un peu construction de réseau dans ce jeu. Et à 4 joueurs, en tout cas, et on n'a pas essayé les autres configurations, mais la map est vite étroite. Et on se bagarre vraiment pour l'ordre du tour, à la fois pour les emplacements d'ouvriers, parce que c'est un jeu de pose d'ouvriers où c'est assez tendu dans les actions, c'est-à-dire que vite, si tu t'endors un peu, il va plus y avoir d'emplacement disponible pour faire l'action que tu voulais faire, et très vite, ça va coûter cher, ça va coûter des ressources qui sont assez rares, etc., pour aller sur les emplacements si on n'y va pas le premier. Et puis, la carte, le plateau est assez vite réduit, et on se retrouve à batailler pour construire aux endroits qui sont les plus intéressants. C'est marrant parce qu'on a une grande surface comme ça qui ressemble presque à un lac, et puis petit à petit, au fur et à mesure que les îles vont s'agrandir, ça devient vraiment un marais marécageux où on va devoir se sillonner entre les îles, quoi. Et oui, ça fait des chemins très étroits qui vont rallonger qui vont rallonger notre parcours d'ailleurs mais petit à petit on va justement essayer de pouvoir de faire en sorte que nos bateaux puissent naviguer de plus en plus loin, et c'est vraiment important parce que justement on va avoir du mal avec ces canaux qui vont se creuser, quoi, au fur et à mesure. À première vue, il y a vraiment plein d'axes stratégiques dans le jeu parce qu'on a été étonné des stratégies vraiment différentes. On a utilisé des façons très différentes de marquer des points de victoire. Par exemple, moi j'ai énormément joué les objectifs. De manière assez classique, on a une course à 3 objectifs sur le côté du plateau, et le premier arrivé fait 15 points, le deuxième en fait un peu moins, etc. Et moi, je crois que j'ai fait les 3 en premier. Et pourtant, je ne gagne pas la partie. Et on était étonnés quand même. On finit quand même dans un mouchoir de poche, au final, relativement, avec vraiment des stratégies très différentes. Oui, moi j'ai amélioré ma voilure, et donc ça fait des points tout petit à petit, mais ça devient exponentiel, et donc et ça te permettait d'avoir une énorme liberté de mouvement et d'être ça. très peu contraint par j'étais vraiment par étonné des différences, et puis pour finir, ça s'est joué sur des poissons. Ouais, tu finis pas si loin. Je pense que Sylvain a joué de manière plus classique, plus que ce que le jeu, on a l'impression qu'il va attendre. Pêcher, mettre sur des vendre, célébrer, pêcher, etc. Tu avais plus une boucle qui était mise en place, mais et à la fin des pêches qui sont très très lucratives.
Moi je me suis un peu planté sur la fin quand même, j'ai mal maîtrisé justement, j'ai mal anticipé le côté placement d'ouvriers et des emplacements qui sont assez réduits, je me suis retrouvé bloqué, ah mince, il n'y a pas ce que je voulais faire, donc on va essayer de faire autre chose. Donc c'est vraiment, on retrouve le feeling d'un projet Gaïa ou d'un Terra Mystica dans le sens de planification des actions. Oui. On a cette expérience de planification des actions et ces dilemmes de il faudrait que j'aille pêcher du poisson avant de vendre, mais alors lui il va sûrement vouloir venir là avant, et du coup cet emplacement c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le draft en début de partie de ton chef de guilde un petit peu, qui va déterminer là où dans un projet Gaïa là c'est beaucoup plus important, c'est plutôt un bonus ou un scoring que tu veux, mais bon, si t'as pas celui que tu veux, c'est pas la fin du monde. Là au contraire, ça va déterminer ton ordre du tour, ta voile, quelle vitesse tu vas avoir et quel va être ton coût de construction. Oui, parce que c'est ça qui est vraiment... Ici, on a sur les cartes, en haut à gauche, c'est l'initiative pour l'ordre du tour, en haut à droite, c'est la vitesse la distance de déplacement et le coût de construction. Et il y a vraiment des grands écarts. Tu peux avoir une distance de 1 et où tu galères. Et tu peux construire à 1 aussi. Et tu peux construire à 1 aussi, et d'autres vont te dire 5 ou construire à 5. Ça, il y a énormément de tension autour de ça. Je me suis planté au dernier tour parce que j'avais mauvais timing et j'ai eu que des persos avec une voilure de 1 et je pouvais plus bouger en fait. Et un pouvoir aussi asymétrique avec ce guide là qui est quand même assez intéressant aussi. Oui, il y a plein de choses intéressantes. Et par rapport à un projet Gaïa, parce que tu parlais de l'ordre des actions, si je le fais avant, il va prendre l'emplacement qui va coûter moins cher, etc. Ça va encore plus loin je trouve que projet Gaïa, dans le sens où là on va créer des opportunités pour les adversaires. Donc si on va placer beaucoup de poissons sur les îles, etc., le joueur suivant va pouvoir célébrer et utiliser les poissons qu'on vient de mettre pour se générer des points. Ça va nous rapporter des points aussi, mais on va clairement créer des opportunités pour l'adversaire. On a envie de vendre. Le jeu nous pousse à vendre chez nos adversaires. En fait c'est simple, si on ne vend pas, si on ne délivre pas des poissons chez nos adversaires, on ne gagne pas d'argent. On va pas gagner d'argent. Mais du coup, eux, ils vont faire des points systématiquement. S'ils font la célébration, ils vont faire plus de points. Et même si quelqu'un d'autre déclenche la célébration, ils vont au moins marquer les poissons qui seront sur leur hutte. Donc il y a vraiment une interaction. Et au fur et à mesure que la carte se rétrécit, on est tous les uns sur les autres. Même les constructions deviennent importantes parce qu'on a envie parfois de faire pas des genres de réseaux, mais d'agrandir nos îles parce qu'on va scorer selon le scoring. Et là, certains emplacements peuvent devenir primordiaux, quoi. C'est ça, donc on retrouve ce côté un peu interaction positive où on veut se mettre près des autres, mais qu'il y a dans Terra Mystica ou Projet Gaïa, mais de façon encore plus prononcée. Ouais. Et puis il faut le dire parce qu'on n'arrête pas de les comparer parce que c'est les mêmes auteurs, mais c'est basé sur un jeu plus ancien, Kai-Vai, qui est sorti en 2004. Mais encore une fois, c'est moins expert. C'est plus accessible, je pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur. C'est très profond, très interactif, très technique, très interactif, mais tu peux beaucoup plus vite initier quelqu'un à ce jeu. Et le jeu est moins long aussi qu'un Gaïa. Et on en parlait dans les attentes. 1h30 quand tu... on a fait 2 heures, mais je pense... En étant lent, Mais justement, c'est une des craintes que j'avais quand tu parlais de tes attentes. J'avais l'impression de rejouer que j'allais rejouer un énième projet Gaïa. C'est pas du tout le cas. En fait, on a une sensation encore différente, malgré certaines similitudes, mais je veux dire, ne vous attendez pas à jouer à Projet Gaïa ou à Terra Mystica en jouant à Faya Swamp, vous allez avoir une autre sensation. Et je pense que les petites choses qu'ils ont gardées, c'est très bien, et ils ont amené beaucoup d'autres choses. Et alors, on était tous surpris par... J'allais dire. Les illustrations. Exactement. Moi, je déteste les illustrations de Zomiko. Je trouve qu'à chaque fois, ça me fait partir en courant. Et là, franchement, moi, j'adore. Je trouve que c'est vraiment... il s'est donné à 3000%, là, on le reconnaît plus. On en avait déjà parlé avec Ben, ou alors c'est Ben qui en avait parlé, je sais plus. C'est que vraiment, c'est quand il fait des persos, quand il fait des personnages humains, ça marche un peu moins bien, ça fait très caricatural. Mais là, sur les illustrations et sur les cartes aussi. Moi, je suis déjà client de Miko en général, mais là, j'ai trouvé ça... Alors que moi, je suis pas du tout client, et c'est la première fois que... Je dois tirer mon chapeau. L'iconographie, pour le coup, est bonne. C'est clair, il n'y a pas de questions qu'on se pose. Il y a quand même des petits rappels de temps en temps. Mais
Oui, Mais globalement, c'est quand même... Non, on n'a pas dû beaucoup retourner à la règle. Hein. Non, ça va. Donc, Sur une échelle de 1 à des vires, Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment, pour ma part, et je pense que c'est la même chose pour vous, c'est vraiment le jeu peut-être qu'on recommandera, en tout cas jusqu'à dans les gros maintenant. jeux pour l'instant. Dans les gros oui. jeux, C'est le plus enthousiasmant, je pense, avec... Oui, avec ils en manquent quand même. Oui, Oui, Ils en non, ont mais bien vraiment, sûr, mais ouais. jusqu'à présent, c'est un de ceux qui nous a le plus enthousiasmé, je pense. Oui, Évidemment, c'est mon cas. mais qui est introuvable. Oui, Pour le mais moment. qui va arriver Mais qui va en arriver. français en Oui. 2026, Oui. premier Avril, trimestre ou avril Mhm. 2026 chez Grail Games. normalement. Jusqu'à juin quand même. Hein. Ouais, deuxième trimestre. Ouais, j'ai D'accord. meilleur scénario janvier, mais pire scénario juin. C'est ça. Ok. Mais voilà, hein, des jeux, il y en a plein, vous pouvez patienter. En tout cas, on a tous envie d'y rejouer. Ouais. Mhm. On va y rejouer. Ouais, et c'est ça, tu le disais, en imprimant un rythme un peu plus Oui, incisif, bah, c'est comme quoi. Projet Gaïa, si tu t'endors dans le jeu, ça peut durer 4 heures. Quoi, Oui. hein. Bon, Ça, on c'est- joue les jeux tard aussi. Ouais. On tourne tard, vous nous excuserez si on a digressé et tout, mais oui, c'est le propre du salon et on essaye justement de continuer à vous fournir du contenu et pour ça on a été obligé de se démener pour jouer les jeux et les rejouer et surtout les jouer après le festival. Et pour ceux qui ont pas, on a croisé beaucoup de gens aujourd'hui, hein, Ouais. et tous ceux qui viennent, ils savent que c'est quand même un peu éprouvant, on retourne un peu avec des maux de tête, mais c'est toujours quand même très agréable au final, on garde de bons souvenirs. Et bon, là on va encore continuer, c'est pas terminé. Allez. Mhm. On vous donne rendez-vous demain pour la suite. Merci beaucoup de continuer à nous suivre. N'oubliez pas la boutique partenaire goldenmeeple.be qui ont plein de jeux d'Essen dans leur valise. Donc vous pouvez aller récupérer des jeux qu'on trouvera difficilement ailleurs. Hein, qui Et ont fait si le vous déplacement à Essen sur Si place. vous êtes à Essen et que vous voulez du contenu instantané, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, on poste quotidiennement des stories. Fragment de page par exemple. Oui, et sur Rue du Jeu évidemment. Et coffee.com/rue du jeu si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. À bientôt pour la dernière vidéo. On vous fera le bilan, on vous montrera tous nos achats. Attention, ça va faire peur. Et on essaiera autant que faire se peut de vous partager vraiment nos coups de cœur du salon. Et voilà. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt. Jouez bien, Jouez par bien chez par vous. chez vous. Ciao, ciao. Salut.